lorsque il y a eu la fameuse réunion où il avait été traité du cas Boukadia le 3 février 2016 au ministère des Affaires étrangères du Congo, en présence de la présidente des droits de l'homme, qui est une Américaine, il avait été dit ceci aux autorités congolaises: Monsieur Boukadia est un démocrate, il doit être libéré. S'il n'est pas libre, nous allons appliquer, je crois, la loi, l'article 874, je crois, qui permet de bloquer les financements et en fait qui a trait sur les finances et l'économie. C'est ce qui a été fait. Vous constaterez que de février 2016, en juillet 2016, toute l'économie du pays s'est délitée. Ça veut dire qu'il n'y avait jamais d'économie solide. Comment pouvez-vous expliquer qu'un pays en 2013 qui était excédentaire, avec un budget, je crois, à près de 6 000 milliards de francs CFA, s'est retrouvé subitement avec une faillite, avec un défaut de paiement? Ça veut dire que, en réalité, le Congo vivait sur l'endettement, que les redevances, que ce soit forestières ou pétrolières, étaient pompées ailleurs. C'est ça ce que ça veut dire. Comment se fait-il que Denis Sassou, qui a déjà eu les faveurs d'un pays qui est rentré au PPTE, aujourd'hui se retrouve dans cette situation? Évidemment, si vous êtes surendetté, vous vivez en France, et si vous avez un surendettement, toutes les banques s'entendent pour ne plus vous prêter de l'argent. À plus forte raison, si aujourd'hui le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale ouvre des lignes de crédit à Sassou, il faut s'attendre qu'il doit y avoir, comme on dit, il doit y avoir un loup quelque part, n'est-ce pas? Il y a des économistes ici. Aucune banque ne prête à un surendetté, sauf si le surendetté a été fabriqué. Ou le Congo est surendetté, et par 2 fois, donc on ne peut pas lui prêter on ne peut plus lui ouvrir des lignes de crédit supplémentaires parce qu'un surendetté ne peut pas rembourser. Ou alors, le surendetté est un faux surendetté pour pouvoir retirer l'argent par derrière. Et aujourd'hui, je pense que le Congo est véritablement surendetté. Ce qui fait que, des informations que nous avons, le FMI ne peut pas sortir un seul centime. Ce qui veut dire que Denis Sassou est obligé de sortir de l'argent de sa... Je ne sais pas quel mot je vais dire pour pouvoir satisfaire au plus. Voilà la réalité. Mais n'ayez sans crainte. Pourquoi la conférence internationale? Il y a ceux qui demandent la conférence nationale inclusive sous l'égide de la communauté internationale. D'accord. Êtes-vous sûr que si on fait une conférence nationale inclusive sous l'égide de la communauté internationale, quand les gens vont rentrer au Congo, ils ne seront pas alimentés en 4x4, en valises de billets, de fausses monnaies, avec des petites filles pour qu'ils oublient les revendications? Êtes-vous sûr?
que ça ne va pas se produire? Même si on ne leur donne pas ça et s'ils sont téméraires, êtes-vous sûr de les voir en vie? Et même si la communauté internationale est là, pensez-vous que les Nations Unies pourront assurer la sécurité de ceux qui seront à la conférence nationale inclusive sous l'égide de la communauté internationale? Êtes-vous sûr qu'il n'y aura pas de pression des parents là-bas en disant « Ah non, ne t'occupe pas de ça, bon, on va s'arranger ». Voilà ce qui s'était passé à la conférence nationale souveraine. Hein? Quand l'argent sortait d'Elf Congo par le truchement de M. Karambo, et à son âme, il est mort. C'est lui qui sortait l'argent chez Elf pour aller donner aux principaux opposants qui étaient virulents en France, et quand ils sont rentrés, ils ont cessé de faire trembler le temple de la pensée unique. Alors que si nous sommes à la conférence internationale, qu'on appelle communément une conférence diplomatique, il n'y aura plus de pression. Les gens seront obligés d'être sérieux. Je pense que vous vous souvenez de l'épisode de Michel Rocard sur l'affaire Kanak. Hein? On les enfermait dans une salle. Trouvez une solution. Vous ne trouvez pas de solution, vous n'aurez pas à boire ni à manger. Ils ont trouvé la solution. Pourquoi au Congo, quand on parle, trouvons des solutions viables? Ah non, nous sommes un pays souverain. Souverain d'où? Hein? Souverain d'où? Un peuple souverain, c'est celui qui a sa monnaie. Le Congo a sa monnaie? Hein? Un peuple souverain, c'est celui qui a les forces de souveraineté. Vous avez des forces de souveraineté au Congo? S'il y en a, on ne tuerait pas les gens. Donc ne jouons pas sur les mots. Ah, le Congo est un pays souverain. Réglons les problèmes de manière responsable. Nous avons besoin d'une troisième personne. Quand les gens se battent, quand deux personnes se battent, il y a toujours une troisième personne qui vient les séparer. Demandons à la communauté internationale, puisque le Congo fait partie de la communauté internationale, pourquoi nous ne pouvons pas profiter des prérogatives de la communauté internationale alors que nous contribuons à la communauté internationale? Pour qu'enfin, nous mettons en place les choses que les gens vont accepter. Pourquoi nous aimons toujours bricoler? L'avantage de la communauté internationale, de la conférence internationale, c'est que nous allons examiner l'ensemble de tous les problèmes sans craindre qui que ce soit. Parce qu'au Congo, là-bas, vous avez des écuries. Ça veut dire que ceux qui ont des écuries vont les faire fonctionner pour que la conférence nationale inclusive, sous l'égide de la communauté internationale, n'aboutisse pas. Mais si vous êtes en conférence internationale, ces écuries vont aller où? Et l'avantage de la communauté, de la conférence internationale, c'est qu'il va y avoir un suivi. Et c'est le Conseil de sécurité qui va désigner, qui va assurer le suivi. Ça veut dire que la communauté internationale va envoyer ce qui est nécessaire pour qu'il y ait la sécurité au Congo. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas demander à la communauté internationale de vous envoyer les forces de sécurité pour assurer la sécurité des Congolais. Imaginez que vous fassiez votre conférence nationale inclusive sous l'égide de la communauté internationale et que ça capote. Un pays où les bourreaux et les victimes vivent côte à côte, où les uns les autres sont armés jusqu'aux dents. Comment vous allez faire? Imaginez un seul instant qu'aujourd'hui, Sassou meurt par crise cardiaque. Qu'est-ce que vous allez faire?
Et ils vont s'entretuer. Qui va les séparer? Je ne parle pas de leurs jeux qui sont en train de se faire entre eux, là. C'est pas de ça dont je parle. Donc je crois qu'il faut être responsable en disant que la conférence internationale a l'avantage, non seulement par le suivi des accords, des résolutions, il sera bien entendu la mise en place d'un gouvernement de transition, par exemple, d'une durée de 5 ans, qui sera, dont la sécurité sera assurée par les forces des Nations Unies, va permettre à réinitialiser le système. Et ça va nous permettre de faire enfin un vrai recensement de la population de l'habitat pour savoir exactement combien nous sommes et dans quelle pauvreté absolue ça nous laisse. Hein? Ce ne sont pas ces faux recensements-là, où on ne peut pas deviner exactement combien nous sommes et quelle est la richesse du Congo. Allez faire votre dialogue inclusif là. Vous ferez le recensement pour pouvoir savoir combien d'argent vous allez mettre en circulation. Vous pensez que si on fait un dialogue national inclusif sous l'égide de la communauté internationale, vous saurez combien le Congo doit? Puisque même sous la pression du FMI, le gouvernement actuel est incapable de savoir combien on doit. On ne sait pas où se trouve l'argent. Mais si nous sommes en conférence internationale, ceux qui nous doivent de l'argent seront obligés de venir. Parce que s'ils ne viennent pas, ils ne seront pas payés. Donc ils sont obligés de venir. Et nous saurons si ce sont les arrière petits-fils qui vont rembourser, ou s'il faut vendre ce qu'ils ont pris pour rembourser. C'est à la conférence internationale que nous allons déterminer s'il faut dire que c'est une faillite frauduleuse ou une faillite de mauvaise gestion, quoique l'un dans l'autre se retrouve. Et c'est la seule façon où nous pouvons véritablement établir comment nous allons développer le Congo. Mais en tout premier lieu, le plus important, et c'est là, je crois que chacun doit faire l'effort de se dépasser. C'est là où chacun ne doit plus dire que je suis Moshi, je suis Larry, je suis Bébé, je suis Vili. C'est la nation congolaise. Créant la nation, l'État viendra. Et là, nous aurons un vrai État. Quand j'ai discuté avec l'ancien, il était encore en poste, le président du Conseil constitutionnel, M. Jean-Louis Debré, il m'avait tenu la main en disant, votre problème, c'est qu'il n'y a pas d'État au Congo. Mettons l'État, mais pour mettre l'État en place, mettons la nation congolaise. Et pour mettre la nation congolaise, il nous faut l'union nationale. Et pour mettre l'union nationale, il nous faut la conférence nationale. Quand nous aurons ça, nous aurons tous les outils indispensables pour répondre à ce que vous dites, monsieur, une bonne gestion. Sans cela, il n'y aura pas de gestion. Mon propos aujourd'hui, c'est de nous dépasser. De nous dépasser, mais pour se dépasser, il faut d'abord éclaircir les choses. J'ai dit tantôt que pourquoi nous en sommes arrivés là? Parce que nous n'avons pas de nation. Quand on est dans la nation, il n'y a plus de tribus. C'est ça. Si on a la nation congolaise, que ce soit le régime semi-présidentiel ou présidentiel ou parlementaire, ça sera la même chose. Maintenant, puisque vous parlez de régime parlementaire, qu'est-ce qui s'est passé avec le président Yolo et Jacques Opango? Avec la désaffection de Kikongamot. C'était ça. À une voix près, ils ont changé. C'était le Parlement qui avait voté. Donc en fait, le problème n'est pas là. Parce que nous n'avons pas la nation. Personne ne parle en termes de nation. Je donne un exemple, puisque tout le monde est en France ici. Il y a beaucoup de gens qui suivent
la première chaîne. Je ne fais pas la publicité de la première chaîne. Mais la semaine dernière, je crois, Jacques Pernaut était en train de donner la parole à toutes les régions pour parler leur langue locale. Ça ne pose aucun problème. Au Congo, quand vous parlez une langue qui n'est pas la vôtre, on le traite de tribaliste. Voilà. Donc, je crois, mon cher ami, pardonnez-moi ma mémoire, je ne me souviens plus du nom, ça fait 40 ans, c'est beaucoup. Vous pouvez me connaître, bon, mais je crois que si nous posons les problèmes en termes de nation, c'est la nation qui doit constituer la République. C'est la nation qui doit donner l'État. Tant que nous n'avons pas d'État, que ce soit à l'issue de la conférence nationale, puisque vous parlez de la présidence de l'USUBA légalement élue, l'UPADES avait refusé qu'on installe les organes de l'État. À la sortie de la conférence nationale, le PADES a fait le premier coup d'État. Parce qu'il avait refusé de mettre en place les organes de l'État qui devaient réguler la vie de la République, de l'État. C'est là où ils avaient dit d'ailleurs, et c'est mon ami Mungunga qui l'avait dit, c'est maintenant notre tour. Si le PADES avait laissé la possibilité qu'on installe les organes de l'État, on n'en serait pas là, on n'aurait pas connu de guerre. Parce que les organes qui auraient régulé le pouvoir auraient dit non. La preuve, quand il y a eu la crise, l'armée s'en est mêlée. Qu'est-ce qu'avait fait l'armée? Ils les ont fermés au Parlement. Trouver une solution. Ils ont trouvé la solution 40-60%, n'est-ce pas? Alors, ça veut dire que les gens peuvent s'attendre quand les intérêts sont en jeu. C'est pour ça que je dis, ce sont la querelle des préjugés ethniques, ceci ou cela. Pourquoi ça soit installé, sa famille, en termes très réduits? Je ne parle pas d'embaucher en général, je parle de la famille du clan Sassou. Parce qu'il n'y a pas d'État. S'il y avait un État, on l'aurait censuré. Il ne faut pas se cacher. Moi, ce que je vous propose, qu'est-ce qu'on voulait mettre au départ entre le président Jacques Opango, le président Félix Tshisekedi et le président Fulbert Loulou? Ce n'était pas la nation qu'il voulait mettre en place? Oui, j'entends aussi le vrai problème qui est là, c'est qu'à l'époque, les gens représentaient un groupe. Ça, je ne peux pas l'évacuer non plus. Mais moi, je crois, la question, mon cher vieil ami, nous allons nous retrouver pour nous donner les coordonnées, qui est là, c'est qu'au niveau de la conférence internationale, c'est qu'il faut poser les bases sur lesquelles le Congo doit vivre sans pour autant que la Constitution change à l'humeur du président, même si c'est lui-même qui a choisi la Constitution, qu'il la change, parce qu'il dit « Ah non, si je ne la change pas, on va me demander des comptes. » Si nous mettons en place une nation, mes amis du Nord vont s'opposer si Sassou reste en place. S'il y avait la nation, la partie nord du Congo se serait soulevée. Mais parce que nous n'avons pas la nation. Et c'est ce que je crie à longueur de temps. C'est ce qui m'a posé à être torturé parce que je voulais qu'on mette la nation. Mais comme on voulait me réduire en disant, bon, c'est comme ça qu'on faisait nous, quand l'homme est très têtu, il faut le faire comme ça il va se calmer. Je suis toujours têtu et je demande toujours l'union nationale. Mes chers amis, il faut oublier qu'aujourd'hui,
les choses ont changé. Pratiquement, les États n'ont presque plus de puissance par rapport aux multinationales. Ce sont les multinationales qui pèsent même en France, qui dictent la politique économique ou financière des États. Évidemment, je ne vais pas exposer en public ce qui est fait et ce qui doit être fait. Mais une chose est sûre, c'est qu'au niveau de l'État français, l'idée de la conférence internationale est sur la table. La question est de savoir est-ce que les Congolais le veulent. Aujourd'hui, Sassou n'est plus dans les tuyaux des multinationales. Parce que les multinationales, ce qui compte pour eux, c'est leur image. Quand une société traite avec une dictature avérée qui tue sa propre population, ça pose un problème avec l'éthique de la marque. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Lafarge, qui a voulu jouer au petit malin avec Daesh. Hein? Bon, évidemment, vous me direz, bon, Lafarge continue d'exister, mais les têtes ont tombé. Bon, on a montré la grosse tête, mais vous ne savez pas ce qui se passe en dessous. Donc aujourd'hui, il y a la grande puissance des multinationales. Et aujourd'hui, nous sommes dans un nouveau monde. La France fait partie de ceux qui veulent que les rapports entre les États changent. Parce qu'il va aussi de son intérêt. Ce n'est pas pour rien que la Chine est en train de reculer, de ne plus prêter de l'argent à la dictature du Congo. Donc vous ne savez pas quelles sont les pressions qui sont derrière. Vous prenez par exemple le Fonds monétaire international qui, lorsqu'elle prête de l'argent, elle trouve son compte. Pourquoi le FMI aujourd'hui est en train de traîner le pas? Vous ne savez pas? Qui lui a dit, si tu donnes l'argent là-bas, C'est vrai. La France est réputée avoir des relations incestueuses avec l'argent, avec les dictatures. Mais la France est en train de changer. Et je crois aussi qu'il faut cesser d'avoir ce fantasme-là. Il faut savoir saisir. Je vous disais qu'aujourd'hui, c'est un nouvel élan qu'il y a. On ne change pas les habitudes du premier jour. Mais il y a des évolutions qui sont là. Et ce sont ces évolutions-là dont il faut observer. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a la volonté de M. Macron d'aller vers un nouveau monde. C'est un concept. Il faut le prendre au mot. Donc je crois qu'il nous faut, en disant cela, vous baissez les bras. Si je vous ai dit, soyons déterminés. On est déterminés. Nous montrons un rapport de force. Nous allons gagner. En 1988, on était 10 à avoir décidé qu'il fallait une conférence nationale. 10. On était 10. Certains sont dans la salle. On avait fait la tournée de province. Et on avait fait une grande manifestation. Place Victor Hugo. On avait remis un mémorandum à l'époque à Jean-Marie Owinga qui était ambassadeur. En disant, nous voulons la conférence nationale. À l'époque, l'ami Jean-Jules Okabando, maire nommé de Brazzaville, avait dit la conférence, ce n'est pas la panacée. On lui avait rétorqué, vous n'avez pas voix au chapitre, vous n'êtes pas élu. On n'a pas eu la conférence nationale. La France n'avait pas des relations incestueuses avec le régime. Soyons déterminés.
ceux qui ont eu l'idée de la conférence internationale, avec lesquels je ne suis pas en compétition, toute la diaspora, vous êtes d'accord pour changer le pays? Moi, je suis debout avec vous. Je sais comment ouvrir les portes pour avoir la conférence internationale. Vous êtes la sœur de M. Congo, c'est ça? Oui. Vous êtes la sœur de M. Congo. Nous allons nous voir tout à l'heure. Puisque le problème de M. Congo m'a été posé. Dans un premier temps, apparemment, on ne le retrouvait pas sur la liste des prisonniers politiques affiliés au CDRC. Ça, c'était la réalité qui était venue. J'ai envoyé son nom aux organismes internationaux qui s'occupent des prisonniers politiques affiliés au CDRC. Dernièrement, j'en avais parlé à son épouse à Brazzaville il y a moins d'une semaine. Tout à l'heure, on se verra à l'issue de la conférence. Le deuxième point, vous savez, monsieur, quel est le plan B? Mais pourquoi vous ne voulez pas que la France accepte qu'il n'y ait pas de conférence internationale? Elle va de ses intérêts. J'ai dit tout à l'heure qu'aujourd'hui, ceux qui font la politique, ce ne sont plus les politiciens. À l'époque du roi, c'était le roi qui fixait la politique. Aujourd'hui, les rois sont devenus les multinationales. Donc, la plupart des gouvernements sont des exécutants des multinationales. Si les multinationales ne veulent pas, si vous m'avez posé la question de savoir si les multinationales n'acceptent pas d'avoir une conférence internationale, quel serait votre plan B? Je crois que je ne l'aurais pas donné, parce que si je la donne, ça sous-prendra ses dispositions. Cela va de soi. Un général ne donne jamais l'étape d'après. On reste sur l'instant T. Et force est de constater qu'aujourd'hui, les multinationales sont en train de faire pression sur le Fonds monétaire international pour que on pousse Sassou à sortir son argent pour payer les fonctionnaires. C'est ce qu'il fait. Mais jusqu'à quand va-t-il sortir sa cagnotte? Vous comprenez? Je prends des images. Je pense que si le Fonds monétaire international, qui dépend des États, traîne les pieds, ça veut dire que les États lui ont dit notre pièce là, on ne veut plus que ça rentre chez quelqu'un à qui on a déjà aidé, qui a fait 2 fois la faillite. Hein? Ça veut dire que, prenez aujourd'hui, je prends le cas de la Banque Lazare. Vous savez pourquoi la Banque Lazare l'a aidé? Et c'est peut-être le baiser de la mort. Hein? C'est peut-être le baiser de la mort. Hein? Vous savez, le griot de Sassou, là, Jean-Paul Pigas, dans le parent, c'est celui qui gère la Banque Lazare. Il a traité la France de colonialiste. Lui-même, il est français, mais il traite la France de colonialiste. C'est qu'il est colonialiste lui-même. Ça veut dire qu'il est en difficulté. Quand il traite la France de colonialiste, il traite la Banque Lazare de colonialiste. Hein? Donc, ils ont des difficultés. Et vous savez, c'est bien beau d'avoir les armes, mais il n'y a rien de plus puissant que la diplomatie souterraine. Ceci étant dit, qu'est-ce que l'Union nationale? Quand vous vous mariez, quand vous vous êtes marié, je suppose que vous êtes marié, vous mettez les biens en commun, ou vous les mettez en séparé, mais vous en usez tous les deux. Moi, je dis que la partie nord du Congo, aujourd'hui,
qui gèrent les bijoux de famille les gèrent uniquement pour la partie nord. Et même aujourd'hui, la partie nord n'en voit rien. Il les gère pour son clan, pour sa famille. Et moi je dis, faisons une politique de l'Union nationale pour que tout le pays bénéficie des ressources du pays en même temps. Est-ce que ça sera plutôt droite, gauche, centrale? Moi je suis pour ce que j'avais appelé à l'époque, pour ceux qui me connaissent, le Kolokutu Chakazu Ngangolo Kassa. Ça veut dire une politique libérale tournée vers la société. C'était ça ma question. Vous m'avez déjà lu sur la norme. Et donc ça, si vous voulez que le Congo s'avance, il faut d'abord que les uns et les autres vivent dans le même pays. C'est ça l'Union nationale. À partir de cette politique de l'Union nationale, nous pouvons avoir une politique d'investissement en créant des entreprises à objets sociaux dont le but est de produire pour la consommation locale. Nous n'avons pas besoin d'envoyer nos productions en France. Nous avons besoin de produire au Congo et de manger au Congo. Pour que, ce n'est pas de l'autosuffisance, pour que les gens ont de l'emploi et pour qu'ils s'expriment. Vous savez, qu'est-ce qu'une nation? Qu'est-ce que la nationalité de quelqu'un? La nation d'un individu, c'est celle qui favorise pour lui l'explosion de ses rêves. Ceux qui sont français, ils sont français dans l'âme, ou les Américains sont américains, ou les Britanniques sont britanniques, parce que c'est la Grande-Bretagne, parce que c'est la France, parce que ce sont les États-Unis qui permettent que cet individu-là s'épanouisse. C'est ça la nation. Au Congo, les Congolais ne s'épanouissent pas avec leurs propres produits. Ce sont des individus qui profitent des produits de tout le monde pour se créer des villas. J'ai entendu dire qu'il y a des gens qui ont 250 maisons à étage au Congo. 250 maisons. Comment font-ils pour vivre dans 250 maisons? Voilà la politique de l'Union nationale. Faisons une politique où le nord, le sud, le centre, l'ouest, si vous voulez, la plus petite parcelle du territoire congolais dans son ensemble doit jouir des bijoux de la famille, c'est-à-dire des ressources naturelles. Mais pour cela, il ne faut pas rester là. Il nous faut créer ce que j'appelle toujours le marché intérieur, c'est-à-dire le Ngoulou de Mouyonzi doit se retrouver le même jour à Yimfondo. Le poisson de mer de Pointe-Noire, pêché le matin, à 10 heures, il doit être à Epena là-bas. Et à Epena, je crois, il y a l'huile qui est là-bas. Cette huile-là doit se retrouver au sud. Ou l'arachide de plateau de 15 heures doit être mangé impérativement à Kingala ou je ne sais où. Voilà l'Union nationale. Monsieur Boukadia, bonne année. Bonne année, bonne année. C'est un plaisir de vous retrouver, Monsieur Boukadia. Je vais m'avancer vers vous. Monsieur Boukadia, j'ai été l'un des derniers, il y a 2 mois, avant votre départ sur Brazzaville. Nous avons une interview ensemble. Et je vous remercie de m'avoir fait confiance parce qu'on me traite d'enfant du Nord. Un enfant du Nord. Effectivement, quand j'arrive vers vous, je me présente, je dis Monsieur Boukadia, je m'appelle Ebaka. Vous avez dit Alain, votre ami, ça c'est mon fils. Je n'ai jamais su pourquoi, je ne vous avais même pas dit que ma mère était Congo. Et en développant avec vous, 2 jours avant notre interview, vous m'avez dit quelque chose de formidable. Vous avez dit, le Congo, il faut le séparer. Nous avons 750 000 disparus au sud. Mais aujourd'hui, Monsieur Boukadia,
quand je vous entends parler d'union nationale, je ne puis que être comblé et fier, parce que c'est ce que nous attendions de vous, monsieur Boukadia, parce que vous êtes un homme intelligent. Monsieur Boukadia, 2 mois avant votre départ, vous m'avez dit, monsieur Ibaka, il ne peut pas avoir de conférence internationale, on en avait parlé. Vous avez dit, ça doit se passer au Bénin, aux États-Unis, en France, sauf au Congo. Et à ma grande surprise, le 15 janvier, votre avocat m'appelle. Moi, qu'est-ce que vous avez fait pour envoyer Boukadia au Congo? Boukadia allait faire quoi au Congo? Ça, c'est la première question. Comment vous avez pris déjà la décision de rentrer? Parce que vous m'avez dit, vous ne pouvez pas rentrer au Congo. Mais vous êtes parti. Et j'en suis fier parce qu'aujourd'hui, vous revenez debout. J'en suis fier parce que vous avez changé votre discours. Et j'en suis fier parce que le drapeau qui est derrière vous, c'est le drapeau du Congo. Monsieur Boukadia, je ne puis que vous dire merci encore une fois parce que dès que vous avez parlé de cette conférence, j'ai vu comment on a tapé sur vous sur Facebook. Je suis l'un des seuls, depuis que vous êtes en prison, qui ont cité le nom de Boukadia et Boukoko. On m'a traité de collabo. On m'a dit que j'ai rejoint les parents de ma mère. Mes parents du Nord. Je dirais pas Mboshi, parce que j'aime pas ces termes. Mais monsieur Boukadia, nous sommes en 2018, l'élite congolaise. Parce que si vous ne prenez pas votre responsabilité en 2018, nous allons la prendre. Parce que nous sommes une génération compétente. Nous sommes sortis du Congo depuis des années. Mais ce Congo de malheur, c'est Congo de traite. 25 ans d'opposition, 3 guerres à la diaspora. Dieu merci, j'ai lu votre CV. Je sais que la diaspora, je sais à quel moment vous y étiez entré. La diaspora, comment vous vous êtes mis à l'écart de beaucoup de choses de la diaspora, mais vous avez raison, monsieur Boukadia, parce que nous vivons les mêmes scénarios jusqu'à aujourd'hui en 2018. Mais 2018, bonne année encore à vous, monsieur Boukadia. Merci d'être parmi nous dans un pays aussi libre et démocratique. Merci, monsieur Boukadia. Merci, monsieur Boukadia.